Chaque semaine, découvre des créateurs passionnés et passionnants dans des discussions authentiques et approfondies. Ici Olivier GD et bienvenue à Passionné saison 2. Merci d'avoir choisi Passionné. D'ailleurs, merci surtout d'être si nombreux à choisir Passionné. J'ai récemment passé le cap des 100 000 vues sur YouTube. Au moment où on enregistre ça, le vendredi 5 avril, on est dans le 100 abonnés watch en ce moment avec moi et Will. On est en train de mettre à jour sans bon sens mon YouTube pour voir si je vais atteindre le 100 abonnés cet après-midi. Même si en ce moment, pendant t'écoutes, on est plusieurs semaines plus tard, donc probablement que c'est déjà passé. Mais merci beaucoup, vraiment. J'ai rien d'autre à dire que merci. Je ne sais pas combien de fois je pourrais le dire pour exprimer tous ces sentiments qui me vont droit au cœur et qui me font tellement du bien de savoir que vous êtes si nombreux que tu reviens aussi souvent à venir écouter Passionné. Alors, merci chaleureusement. Comme tu peux peut-être le remarquer, comme tous les autres épisodes de la saison 2 de Passionné, on enregistre chez On est Live Productions, qui est un magnifique endroit pour enregistrer un podcast, pour enregistrer un webinaire, pour faire un photoshoot. Donc, dès que tu as ces besoins-là dans la grande région de Québec, je te recommande fortement de lâcher un coup de fil à Will et à Serge. Ils vont très bien s'occuper de toi. Puis, dis-leur donc en même temps au passage que c'est moi qui t'envoie. Ils vont être très, très contents. Aujourd'hui, je reçois Isaël Morin, spécialiste LinkedIn et marketing B2B. B2B, B2B, excuse-moi. B2B, oui. Si tu es un petit peu actif sur LinkedIn, c'est vraiment difficile de le manquer. Donc, je suis certain que tu as déjà vu son nom passer. Bonjour Isaël, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Allô, allô. Écoute, je suis vraiment très content d'être là et je te remercie de m'avoir proposé de venir. Je pense que ça va être très cool. On est vendredi à 15h42, fait que je suis vraiment très content d'être là et ça va bien terminer ma grosse semaine de 4 jours que j'ai eue. Donc, je suis vraiment très content d'être là et je te remercie. Et merci beaucoup à Will d'être là et de s'occuper du podcast. Ouais, Will, qu'on a surnommé la voix de Dieu parce que Isaël ne le voit pas, mais Will. Il peut y parler dans le micro et il n'y a personne d'autre qui peut l'entendre. Ouais, c'est ça. Isaël, tu m'as dit quand j'ai préparé l'entrevue qu'une des choses sur lesquelles si on veut, qui était un peu le point central de ton entreprise, c'était d'inspirer les gens à prendre un peu plus de place dans leur vie en ligne, plus spécifiquement sur LinkedIn. Mais tu as aussi dit, et je cite, « Je crois qu'il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui brave ses peurs la tête haute. Je crois qu'ensemble, on peut arriver à se créer un coin de paradis sur cette terre. » Tout d'abord, quand j'ai lu ça, je capotais tellement c'était beau. Mais deuxièmement, ce désir-là, il vient d'où? Il vient de la souffrance. OK. de la douleur avec laquelle j'ai vécu. Écoute, en gros, en tout cas, je considère, selon mes émotions et ce que j'ai vécu, que j'ai souffert une bonne partie de ma vie et je souffre encore. Je vis avec l'handicap qui est le bégaiement. Donc, je vis avec ça. Et donc, mon cerveau et mes cordes vocales ne sont pas très bien enlignés entre les deux. Donc, ce qui fait en sorte que mes cordes vocales coupent sans que je le veuille quand que je parle. Et il y a des jours où est-ce que c'est plus remarquable et plus intense que d'autres. Aujourd'hui, je me suis levé et je suis vraiment très fluide. Donc, c'est bien parce que je passe sur le podcast. Fait que c'est quand même bien. Fait que ça me demande moins. Mais ouais, pendant presque 23 ans, j'ai vraiment cru que j'étais absolument rien à cause de ça. Peut-être aussi à cause de d'autres trucs aussi que j'aurais vécu plus jeune. Mais le fait de vivre avec le bégaiement, c'est ça, ça a vraiment cru que je n'étais même pas capable de dire mon prénom. Dans le sens, je n'étais même pas capable de dire les mots que je voulais dire. Et tu sais, comme quand tu regardes tout le monde qui parle autour de toi, que ça a l'air si simple, puis toi, t'es même pas capable de dire genre « je » ou genre « on va faire », tu sais, t'es même pas capable de dire les choses les plus simples.
Tu sais, tu crois vraiment, en tout cas, j'ai cru que je pouvais absolument rien faire, là, comme que je valais absolument rien. Euh, Puis il y a eu des périodes dans ma vie où est-ce que c'était plus dur que d'autres. J'ai vraiment comme frappé le fond à comme deux reprises, là, où est-ce que je me suis vraiment demandé est-ce que je vais passer au travers de ça, là, ou est-ce que j'ai vraiment dit à ma psy, tu sais, comme je sais pas à quoi ça sert, là, tu sais, comme c'est comme à quoi que ça sert d'être ici, là, dans le sens. Puis je l'ai dit à ma mère aussi, là, où est-ce que j'ai vraiment dit j'y arrive plus, là, dans le sens qu'est-ce qui comme pourquoi je suis là, pourquoi je suis sur la Terre, là, dans le sens c'est même trop dur de vivre avec ça. Et je Comment pense tu qu'il y a t'es quelque chose qui. relevé de ça? Ah oui. Ben, j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide. Là. J'ai eu du soutien psychologique depuis que je suis jeune. Je pense que la première fois que je suis allé rencontrer une psychologue, c'était quand j'avais autour peut-être de 8 à 10 ans, là, dans le sens comme je suis rentré là-dedans assez jeune. Puis, et vraiment, je suis replongé vraiment plus autour quand j'avais 26 à 28 ans. Et là, j'ai demandé de l'aide. J'en ai parlé aussi autour de moi. Puis je suis allé chercher de l'aide psychologique, là, clairement. OK. Fait que c'est comme ça que je m'en ai sorti. Et si on vient à la phrase, c'est parce que je pense que qu'est-ce qui me redonne de l'inspiration puis de la motivation de vivre puis de continuer de vivre avec ça, même quand c'est dur, c'est de voir d'autres personnes qui peuvent aussi passer à travers des périodes qui sont dures puis de prendre leur place. C'est quelque chose que je dis rarement, mais tu sais, mes clients et mes clientes m'inspirent pratiquement comme plus. Tu sais, c'est comme si c'était eux autres qui m'aidaient comme, à continuer de vivre puis de me dire que c'est possible, vu que eux autres aussi prennent leur place puis bravent leur peur, ben moi, ça me permet de me dire bon, ben, je vais continuer aussi, I guess. je vais continuer. je vais continuer à faire un jour de plus parce que les autres, au moins, ils se battent aussi, puis ils ont tellement peur aussi, tu sais, puis comme, eux autres foncent, puis je suis comme, bon, ben, tant qu'à y être, je vais quand même passer à travers mes peurs, puis je vais quand même show up, même si c'est dur, même si c'est ça. Fait que de là la phrase qu'il y a absolument rien de plus beau pour moi que des personnes qui vivent quelque chose de dur, mais qui disent quand même, je vais quand même, tu sais, je vais quand même faire de mon mieux, puis je vais quand même passer au travers, puis aller chercher de l'aide, puis se tenir droit devant ça. Fait que de là, la phrase. OK. J'imagine aussi que la création, parce que quand on te suit un petit peu, surtout sur LinkedIn, on le voit très rapidement que tu es un être très créatif. J'imagine que la création, elle t'a beaucoup aidé là-dedans. Est-ce que je me trompe? Ouais, je crée depuis que je suis très jeune, en fait. Je créais des inventions lorsque j'étais jeune. Fait que je pense que j'ai commencé à créer dans le cabanon. J'ai appris à comme utiliser tous les outils qui étaient dans le cabanon autour de 8 ans, je pense. 10 à 12 ans, puis je créais plein de choses. Créer plein de trucs, puis je faisais plein de plans, puis je voulais créer plein de choses. Puis lorsque j'étais jeune, je voulais être un ingénieur en aéronautique pour créer des jets, pour créer des gros trucs. Finalement, je suis nul en maths. Fait que ça a Euh, pris le bord, de ce que ah, je comprends. c'était rough. Non, ouais, ça a complètement pris. Genre, honnêtement, genre, c'est ça comme que je voulais faire. Mais c'était pas un bon plan pour le monde entier que je crée des avions. Ça n'aurait pas été bon pour le monde. Ouais, c'est ça. Fait que, puis là, je créais, puis je pense que j'ai eu ma première caméra vidéo. Je pense que j'avais 12 ans. Fait que j'ai comme créé mes premiers montages de comme ski, puis de snowboard. Je sais pas, je devais avoir 11 12. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que j'ai commencé à créer depuis que je suis très jeune. Puis, ben, I guess ça m'a sauvé aussi, là, dans le sens, j'avais vraiment de la difficulté à l'école, puis tout ce que je voulais faire, c'était créer des trucs,
C'est ça, là. Puis j'avais plein de trucs en tête, là, puis ça m'empêchait de dormir aussi le soir, là. Je m'endormais super tard, j'avais plein de trucs en tête. C'était Puis... des idées créatives que tu avais en tête qui t'empêchaient de Ouais, dormir? c'est ça, tu sais, des trucs que j'aurais pu créer avec du carton, avec plein de trucs. Là, j'étais genre, je pourrais créer cette invention-là ou ce truc-là. Puis c'est ça, je voulais toujours créer depuis que j'étais jeune. Fait que yes, ouais. Puis ça m'a Euh, aidé, puis je fais encore ça aujourd'hui. tu m'en avais parlé aussi un petit peu pendant cette semaine quand on préparait l'entrevue, que tu n'avais pas un très bon souvenir de l'école. Est-ce que c'était par rapport à tes résultats avec l'école ou c'était plus par rapport à ton bégaiement puis ce qui pouvait venir avec, là, ce qu'on peut imaginer qui peut venir avec comment les enfants peuvent être méchants avec certaines choses? Est-ce que ça Ouais. avait un lien à ça ou c'était plus par rapport aux résultats puis au fonctionnement de l'école qui se pliait pas bien à toi? L'école, ouais, j'ai encore, ma psychologue me dit que j'avais comme, pas un syndrome post-traumatique, mais pas loin. OK. Pas loin. OK. Pas loin, parce que je fais des cauchemars encore, tu sais, j'ai 31 ans, puis je fais encore le même genre de cauchemar chaque fois que je manque le bus, ou que genre, je suis dans la classe, puis là, il y a l'examen, ça commence, mais genre, il y a le rêve qui vient de commencer, fait que moi, j'ai aucune idée de quoi écrire dans la réponse, tu sais, dans le sens comme j'ai aucune idée de qu'est-ce que je fais là, j'ai même pas de crayon, je suis pas à mes affaires, puis j'ai l'anxiété dans le tapis, ça me réveille toujours à 5 heures du mat. Mais j'en fais de moins en moins, fait que ça c'est nice, là, après 4 ans de travail. J'imagine. Mais comme après 4 ans, tu sais. Après 4 ans puis 4000 pièces de comme psychologue, je fais un peu moins le cauchemar. Non, mais, mais c'était l'école. J'ai vécu l'intimidation, straight up. Ça, j'ai vécu l'intimidation au primaire, puis au secondaire. J'ai fait 3 écoles secondaires. Une en secondaire 1 à la Pauline Neuchâtel. Toi, t'es à OK. Québec, fait que tu sais, Ouais, c'est je suis à côté, j'habite à Loretteville. J'habite à la Ah, c'est limite de ça, ouais. Neuchâtel puis de Loretteville, fait que je suis à côté. Fait que je sais C'est ça, exactement c'est où. j'ai grandi là. Fait que je suis été au primaire, je suis été à l'Aventure, qui était Saint-Jean-Baptiste. L'Aventure qui est sur Jeune Parent. Ouais, je suis à Puis ça côté. allait quand même. C'est ça, t'es vraiment à C'est côté, vraiment ouais. Fait dans que mon moi, j'ai quartier. grandi là. OK. C'est mon hood. Et puis après ça, à la Poly, en secondaire 1, puis là, c'était tellement violent qu'ils m'ont sorti de là. Comme il y a ma OK. mère qui venait me chercher à l'école pour que j'aille pas au cours. Puis c'est une chance qu'elle était là, puis parce que l'école voulait rien savoir anyway. Ouais. Fait que secondaire 1, puis après ça, ils m'ont mis au privé, secondaire 2, 3, 4, au Mont-Saint-Sacrement. Puis là, il s'est passé quelque chose, là. Je me comportais pas très bien, I guess. Fait qu'ils m'ont mis à la porte, puis je suis été au PSQ après ça en secondaire 5. Mais le truc que je me rappelle, c'est que j'étais en mode survie, tu sais. Mm. J'étais en mode survie. Le monde m'intimidait. Lorsque je vivais de l'intimidation, c'était pas à cause du bégaiement, parce que je le cachais très bien. Le monde n'ont pas vraiment perçu que je bégayais jusqu'à mes 24 ou 25 ans, je pense, parce que je le cachais très bien, puis j'étais capable de le cacher. Mais le bégaiement a eu de l'impact sur ma personnalité, sur mon attitude, sur mon manque de confiance. Puis l'intimidation, souvent, les victimes, c'est pas mal leur trait de personnalité. C'est pas mal leur... Pas trop de confiance. Fait qu'on Ouais. va s'attaquer à lui. Ben, tu parles à une personne qui a eu à peu près quelque chose de semblable, là, fait que je peux... mettons, moi, ça n'a pas été aussi sévère que toi. Là. J'ai été chanceux dans cette malchance-là, si on veut. Là, mais je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis en ce moment, dans ce que tu racontes. Là, fait que je peux comprendre vraiment. Est-ce que... Donc, en fait, si on revient un peu plus à... Ouais. On va revenir un petit peu plus vers le monde professionnel. Parce que Yes. tu voulais être... Tu disais tantôt, quand tu étais plus jeune, tu voulais être ingénieur, mais tu n'avais pas les maths pour. Tu m'as dit Ouais. aussi que tu avais fait de la formation en hôtellerie. Ouais. Puis là, maintenant, tu travailles comme spécialiste LinkedIn.
il y a comme pas vraiment de point entre ces... Mettons que c'est trois champs professionnels très éloignés. Ouais. Il est où le lien entre ces trois-là dans ta vie? L'humain. L'humain, ben peut-être pas dans le premier point, là, dans le sens que Ouais. c'est vraiment la création. L'hôtellerie, c'est que en secondaire 4 ou en secondaire 5, quand ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire plus tard, ben vu que j'allais pas bien, je suis pas capable de voir, tu sais, comme qu'est-ce que j'aurais fait dans comme 24 heures, fait qu'encore moins dans le sens plus tard. Fait que j'ai dit que j'aimais voyager, puis là, ils ont pris ça mot pour mot, ils ont dit, OK, ben on te recommande d'aller dans le tourisme puis dans l'hôtellerie. Fait que j'ai gradué en tourisme et j'ai travaillé en hôtellerie, travaillé dans 7 à 8 hôtels en France, dans l'Ouest, puis à Québec, puis à Montréal. Et tu sais, je travaillais là-dedans pendant 4 à 6 ans. Puis le point en commun, et pourquoi est-ce que je suis pas vraiment déçu ou fâché d'avoir vécu ça, bien qu'on pourrait se dire, my God, c'était une grosse perte de temps, puis j'aurais dû aller dans la communication plus tôt, c'est que ça me pratiquait à rencontrer d'autres personnes, à travailler avec du monde. Puis dans l'hôtel, tu sais, t'es payé à temps plein pour être avec des personnes qui viennent d'ailleurs, qui parlent pas la même langue que toi, pas le même genre de culture que toi. T'es quand même dans ta ville, tu sais. Mhm. Mais genre, chaque jour, il faut que tu te rapproches du monde en très peu de temps. Et moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant 5 jours par semaine à rencontrer des nouvelles personnes, être proche d'eux autres, gérer leur voyage. Fait que ça, c'est un gros plus. Et je pense que c'est pour ça que je suis capable aujourd'hui de connecter avec du monde puis de gagner la confiance de d'autres personnes quand même assez rapidement. Et le point en commun, ben, c'est qu'il me manquait la création. Mhm. Fait que dans le fond, mais je voulais travailler avec le monde, mais juste qu'il me manquait la création. Fait que j'ai fait le switch avec le marketing, puis là, j'ai créé des projets. Je voulais pas retourner à l'école parce que le PTSD était là. Ouais. J'aurais pas retourné à l'école. Fait que là, je me suis dit, je vais créer mes propres projets. Mais c'est un peu ça le lien. C'est un Mais peu ça le lien. comment tu as fait pour créer justement tes propres projets alors que tu n'avais pas étudié là-dedans du tout? Avais-tu des bases quelconques à part ton amour pour la créativité, mettons? Oui, ben, j'ai l'âme entrepreneuriale. Donc, dès ma graduation, j'ai monté un projet avec comme 2 à 3 autres gars. Puis, on a organisé 4 gros événements dans la ville de Montréal en 2014-2015. Euh, puis, ça, il a fallu que j'apprenne à créer du contenu pour faire la promotion. Donc, puis j'avais déjà des compétences dans le montage vidéo depuis que j'étais très jeune. J'ai pris ma caméra puis j'ai créé le projet C'est pas un show de cuisine sur Facebook, Instagram puis YouTube. Puis en Hey, 2015-2016, ça me dit j'ai quoi, lancé ça? ça. Hey, Ça dit quelque chose peut-être, hein? Ouais. Oui, ça me dit vraiment quelque chose. Je viens de flasher. OK, tu étais dans ce projet-là. OK. C'est moi qui l'ai créé, c'est moi tout seul qui a monté tout. OK. Puis ça m'a mis sur la map. J'avais les cheveux plus courts. Si vous allez voir ça, j'avais les OK. cheveux plus courts que maintenant, là. Mais c'était moi pareil. C'était moi pareil. Et et ouais, c'est ça. Fait que j'ai documenté plus de 50 entrepreneurs dans la province de Québec avec ma caméra. C'est moi qui ai tout fait, qui a booké tout le monde, qui s'est déplacé à Québec, puis à Sherbrooke, puis à d'autres places. Puis le but, c'était de faire en sorte que le monde n'ait pas le même parcours que moi. C'était de montrer qu'est-ce qui se passait sur le marché du travail. Puis selon moi, c'est encore une croyance que j'ai qui manque d'outils puis de méthodes pour accompagner les jeunes à trouver, ben, à vivre de leur passion, puis de trouver un emploi qui est vraiment fait pour eux autres. Euh, Puis donc là, je me suis dit, bon, ben, il n'y aura rien de mieux que d'aller documenter ça, de prendre ma caméra puis de montrer c'est quoi le vrai monde. Puis ça m'a mis sur la map. Fait que j'ai eu une job dans le marketing. Puis là, après ça, c'était. Ben là, le reste c'est que j'ai travaillé fort, puis ça a fait en sorte que Est-ce que je suis ça a là, été là. difficile de convaincre les 50 entrepreneurs dont tu parlais tantôt, là? Est-ce que ça a été compliqué de les convaincre de te faire confiance quand ton, mettons, ton expérience était plus dans l'hôtellerie, n'était pas du tout dans le marketing?
Ouais, je te relance la question. Tu sais, tu sais, quand tu as créé le podcast, est-ce que c'était simple d'avoir les premières personnes qui sont venues? Ah non, tu racles les fonds de tiroir. C'est vraiment difficile au Ouais. début, effectivement. OK. Fait que dans le fond, de ce que je comprends, c'est que c'est à peu près la même expérience. Ouais. C'est quand même fou, puis tu pourrais me dire aussi qu'est-ce que comme tu as vécu aussi, mais le, ça m'a pris 12 mois pour avoir la saison 1, d'avoir 10 professionnels qui me permettent d'aller sur place et tout. Ça m'a pris comme 12 mois, me semble, pour avoir ça. Puis genre quelque chose comme dans les 24 à 48 heures après le premier post, là, il y a eu 10 personnes qui ont pris contact avec moi pour me proposer que je vienne documenter leur poste, puis genre, qu'est-ce qu'ils faisaient. Fait que c'est vraiment fou à quel point que c'est beaucoup plus facile de vendre quelque chose quand tu es capable de le montrer. T'sais. Je sais pas pour toi, là. Oui, Je sais c'est pas si ça fait un peu effectivement. un peu. Je réalise que c'est très près de ce que je fais, effectivement. Euh, Ouais. Puis, comment LinkedIn est arrivé dans tout ça, ta spécialisation LinkedIn? Ma spécialisation LinkedIn, ben en fait, je me spécialise plus Ben, en fait, dans. attends, j'ai Ouais, quasiment le goût de changer de ouais. question. Avant d'aller à cette Ah ouais. question-là, j'ai quasiment le goût de te demander euh, ta spécialisation LinkedIn, justement, comment. En fait, c'est. Qu'est-ce que tu fais, en fait, avec tes clients? Oui, qu'est-ce que C'est je quoi un fais? spécialiste LinkedIn, au final? C'est ça? C'est plus ça, ma Qu'est-ce que question? je fais? Ouais, c'est ça, parce que genre, LinkedIn, c'est l'outil. Mais en Mhm. réalité, ce qu'on veut, c'est comment est-ce que l'entrepreneur qui est souvent dans le service, donc comment est-ce que le travailleur autonome qui vend des services, puis là, c'est des services pour d'autres entrepreneurs ou d'autres entreprises. Comment faire en sorte que comment faire en sorte que ça puisse fonctionner. Donc, comment est-ce que ils peuvent vendre à leur cible? C'est plus ça la question. Je Puis comprends. là, il y a des outils, il y a des méthodes de faire, là, dans le sens, il y a des méthodes, il y a des grandes méthodes, c'est comme est-ce que je fais un site web, est-ce que je fais un blog, et tout et tout. Mais là, moi, ma méthode, c'est que je prends l'entrepreneur ou la dirigeante d'entreprise, on va clarifier le branding, donc en quoi est-ce qu'il croit, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'il fait, pour qui est-ce qu'il le fait, pourquoi est-ce qu'il est là, qu'est-ce qu'il a vécu, lui ou elle, dans sa propre vie. Donc, on va clarifier le branding. Puis avec ça, lorsque ça va être beaucoup plus clair, on va aller sur LinkedIn, puis on va utiliser le canal LinkedIn pour créer de la visibilité. Donc, on va travailler son profil, on va travailler le réseau qu'il a sur LinkedIn. On va ensuite établir une stratégie de contenu qui va suivre le cycle de vente euh, de, euh, de, euh, de, de sa clientèle. Donc, on va parler de on va planifier les contenus et les types de contenus selon le cycle de vente. Donc, on va commencer par les symptômes. Qu'est-ce que sa clientèle vit? Donc, on va capter l'attention euh, de, de sa clientèle, puis on va l'amener dans le cycle de vente, donc en parlant de ses problèmes, en parlant de comme qu'est-ce qu'il pourrait faire pour essayer d'extraire les prospects. Donc, pour essayer d'extraire ces prospects de LinkedIn et de rencontrer ces LinkedIn, puis ensuite de lui vendre cette offre-là. Donc, le but, c'est d'utiliser LinkedIn pour créer, pour rayonner, pour prendre sa place, donc pour être vu et être renommé. Puis dans le temps, avec la stratégie de contenu, avec les posts, avec les messages privés, avec les LinkedIn Live, avec d'autres moyens qu'on peut faire, bien le but, c'est de se rapprocher de nos prospects pour essayer de leur proposer quelque chose, pour essayer de voir est-ce qu'ils ont un bon fit avec eux autres. Est-ce que tu as compris? Oui, Est-ce que oui, c'était c'est beaucoup clair? plus Ouais, clair. OK. Ouais, c'est vraiment plus clair. Donc, je reviens donc à la première des deux questions. Ouais. Comment c'est arrivé dans ton parcours, cette spécialisation-là? Parce que avec les vidéos que tu faisais au départ, c'était pas vraiment... on voit un petit peu l'angle. On peut essayer de deviner un peu où le lien est, mais comment ça s'est créé
dans ton parcours professionnel, la spécialisation LinkedIn? Ben, LinkedIn est arrivé après, là, dans le sens que, tu sais, en 2015 puis en 2016, lorsque je créais beaucoup de contenu, c'était sur Facebook et Instagram et YouTube. Donc, lorsque ça m'a mis sur la map, il y a eu mes premiers clients qui ont pris contact avec moi, premièrement pour de la production vidéo, spécialisée sur les réseaux sociaux. Fait on me payait pour faire ça. Donc, les premiers contrats que j'ai eus, c'était vraiment pour de la production vidéo. Et ensuite, j'ai commencé à accompagner d'autres entrepreneurs, d'autres travailleurs autonomes sur Facebook. Donc, la création de contenu sur Facebook et sur Instagram. Puis ensuite, lorsque j'ai eu un travail comme responsable de communication pour un cabinet d'avocats, eh bien là, j'ai commencé à créer du contenu, puis on a brandé, j'ai brandé, puis j'ai fait rayonner le CEO du cabinet sur LinkedIn. Parce qu'étant donné que le cabinet d'avocats était pour d'autres entreprises, et là, on a commencé à tester sur LinkedIn en 2016 et 2017, puis on a vu le potentiel. C'est dans le fond, c'était vraiment insane. Puis Facebook, l'organique de Facebook commençait à comme mourir. Mm-hmm. Fait que là, il y a LinkedIn qui était là. Puis, tu sais, les vidéos que l'on a faites de ce gars-là, ont été vues par des 20 à 30 000 personnes. Il se faisait reconnaître dans le métro. Fait que là, on a vraiment vu que, oh, wow, on a réussi à mettre le cabinet sur la map grâce à la plateforme. Et là, puis je commençais à faire des tests de comment raconter l'histoire de ce gars-là. Puis là, ben, quand j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai fait « OK, my God ». Puis là, mon nom, je pense qu'il y a eu certaines... Il y a de plus en plus de personnes qui savaient que j'étais derrière un peu la stratégie de ça. Puis autour de 2020, là, j'ai commencé à avoir des clients sur le côté pour les accompagner sur LinkedIn. Mais le concept de LinkedIn, en fait, c'est juste le concept de comment brander quelqu'un. C'est comment faire en sorte que l'entrepreneur puisse rayonner pour se rapprocher de sa clientèle cible. Je crois que je suis très bon là-dedans. Là. C'est un skill que j'ai. Puis l'autre personne, elle doit aussi me faire confiance pour partager certains événements qu'elle a vécus. Qu'on choisisse après ça, qu'est-ce que tu vas raconter pour créer la confiance. Mais puis LinkedIn est arrivé là. Puis là, je me suis lancé à mon compte, 100% à mon compte en janvier 2022. Donc, j'utilise LinkedIn. Mais dans le futur, il y a des bonnes chances que ça change. Puis lorsque ça va changer, ben là, je vais m'adapter. Puis peut-être que ça sera plus sur LinkedIn dans comme 5 à 7 ans. Mais je vais juste suivre qu'est-ce qui fonctionne. Je suis sur LinkedIn parce que ça fonctionne. Sinon, je serais encore sur Facebook comme avant. Sur Facebook, je considère que l'organique fonctionne plus tant, donc je suis plus là-dessus. Mais je suis sur LinkedIn parce que ça marche. Puis dans 5 ans, si ça marche plus, je vais être où est-ce que ça marche, puis je vais accompagner mes clients avec ça anyway. Juste pour être sûr que je comprenne bien, dans le fond, quand tu dis que ça se peut que ça change, c'est pas que toi, tu dis j'aime plus ça, je vais aller ailleurs, c'est que tu vois venir la possibilité que LinkedIn, comme Facebook, l'organique de Facebook a fini par mourir, puis qu'à la place, ben, il fallait acheter de la publicité pour avoir de la visibilité. Ben, si LinkedIn suit le même chemin, ben, toi, t'es prêt, t'es ouvert à faire comme bon, ben, on va aller voir ailleurs si j'ai des opportunités là. C'est ça, je comprends. C'est vraiment ça. Ouais, Okay. c'est vraiment ça. C'est vraiment ça parce que quand il y a des personnes qui me disent pourquoi LinkedIn, genre parce que ça marche même. Comme, dans le sens, ça marche. Comme ma cliente que j'ai vue ce matin, tu sais, elle a littéralement eu 4 à 5 gros prospects qui ont pris contact avec elle dans le mois de mars, donc le mois passé. Donc, ça équivaut dans les 4 à 5 chiffres, là, dans le sens comme... Puis ça, c'est en faisant 3 posts par semaine sur LinkedIn. Ben, tu sais, il y a la stratégie, là, c'est pas juste en postant, puis là, ça marche, là, dans le sens c'est quand même plus dur que ça. Mais tu sais, style, dans le sens comme... Fait que là, ce matin, j'étais comme... ben, je suis vraiment très content. J'étais comme... c'est quand même mieux ça qu'elle me dise que comme ça marche pas et tout. Mais tu sais, comme là, encore ce matin, ben, c'est ça. Ça a l'air que dans la vraie vie, la réalité, c'est que ça fonctionne bien.
Puis là, ben, tant que ça marche, ben, moi, je vais être là, dans le sens, je veux juste que ça marche pour mes clients. C'est pas tout le monde qui veut vendre avec ça. Là. Il y a quand même d'autres trucs qu'on peut faire avec ça. Mais souvent, oui, on va l'utiliser pour se rapprocher de notre cible. Puis tant que ça marche, je vais être là. C'est pas ça que je voulais dire. Fait que tu l'as très bien dit. Je comprends. Parfait. Je sais que tu fais énormément de réseautage. En fait, tu en organises même beaucoup d'événements. Ça a été quoi la place du réseautage dans ton entreprise? Oh my God, bonne question. Hey, je vais être très honnête avec toi. Le réseautage, j'ai jamais vraiment vendu grâce à ça. Tu sais, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont dire, ah, je fais du réseautage. Puis là, genre, aux gens qui vont aller à des soirées de réseautage, puis là, ils n'auront pas, ils n'auront pas rencontré de prospects. Tu sais, souvent, on voit ça comme ça, genre, tu pointes là, tu fais un pitch et tout. Mais moi, je crois pas, c'est pas vraiment pour ça que je participe à ça. C'est plus pour me sentir moins seul. Parce que dans l'entrepreneuriat, on peut se sentir seul vite. Et j'encourage à toutes les personnes qui nous écoutent. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat et que vous vous sentez seul, essayez de reach out. Restez pas seul avec ça, sinon il y a de grands risques. Là. Ça peut vraiment mal tourner puis très vite. Et moi, le but était de pas juste rester sur LinkedIn en virtuel. Le but était d'aller rencontrer les personnes dans la vraie vie. C'est quelque chose que je crois. Je crois qu'on est privilégié d'être ici dans la province de Québec, où est-ce qu'on est très peu de personnes dans la province, dans notre peuple, là, si on peut dire, jusqu'à un certain point. Et donc, là, le but était d'aller rencontrer les personnes parce qu'il y a relativement peu de personnes sur LinkedIn qui posent puis qui sont actives. Donc, le but était d'aller rencontrer les personnes dans la vraie vie. Ça a eu un gros impact pour ma santé mentale. Et donc là, avec Mathieu Chevalier, qui est mon partenaire pour organiser ces événements-là qui s'appellent les LinkedIn After Hours, eh bien, on a parti le concept il y a 1 an et demi environ. Puis le but était d'un peu contrecarrer le réseautage corporatif plate. Ben oui, parce que tu me fais réaliser que je viens de comprendre maintenant pourquoi vos événements c'est souvent une activité, puis par la bande, il y a du réseautage d'affaires. C'est qu'on il y a des trucs de parkour, puis des événements comme ça. Que Ouais. c'est quand même vraiment cool. C'est que, premièrement, on s'en va faire du parkour, par exemple, puis parallèlement, ben, ça se peut qu'on fasse du réseautage au travers. Ouais, c'est ça. Ben, à la base, c'était assez simple. Ce que l'on voulait, c'était simple. Puis donc, on se rappelle très souvent que c'est pas le corps de nos entreprises. Moi, c'est pas ça que je fais et on fait pas d'argent avec ça. Legit, on fait zéro avec ça. Dans le fond, c'est toujours, tu sais, il y a un prix, mais c'est pour payer la pizza puis la salle. Fait c'est dans un bar. À chaque fois, c'est dans un bar. Puis ça ressemble beaucoup plus à une soirée entre personnes que tu connais que d'un réseautage. Puis souvent, les personnes qui sont actives sur LinkedIn, ben, comme toi, tu sais, ben, si genre tu viens, tu vas reconnaître des personnes. Tu vas reconnaître des personnes que tu vois tous les jours, mais que tu n'as jamais rencontrées. Puis ça va être cool, puis tu sais, il y a une bière, puis il y a la bonne bière, c'est nice, puis c'est le jeudi soir. Et depuis le mois de janvier 2024, il y a des personnes qui nous ont proposé de venir dans leurs endroits. Comme là, on a Patrick Salomon, qui est le fondateur de ACTN3, qui est le centre de parcours, qui est à Montréal, et qui nous a proposé de faire un genre de partenariat, puis là, de faire une activité de parcours sur place. Puis là, la dernière fois, c'était vraiment nice. Fait qu'on en fait une le 16 mai prochain. Puis à Québec, par exemple, à Québec, le 14 juin, ça serait cool que tu viennes. Oui, je tiens à le dire. Je vais l'ajouter à mon agenda. Ça serait vraiment... Tu me fais réaliser que je voulais l'ajouter à mon agenda, j'ai oublié, fait que je vais faire ça tantôt. Parce que ça va vraiment être très nice. Fait qu'on a François, dans le fond, qui est le propriétaire de Québec Aventure Tour, qui a un motel, qui est une auberge, kind of, avec des vélos électriques. Fait que là, par exemple, le 14 juin, ça commence avec un tour de vélo électrique, puis on va à un vignoble,
Puis le soir, on a la terrasse. Tu sais, dans le sens, fait qu'on essaie de trouver d'autres trucs spéciaux, mais souvent, c'est des personnes qui nous le proposent. C'est pas nous qui reach out. Fait qu'on est très chanceux, puis on est très reconnaissant des personnes qui nous proposent de venir à des places. Puis ça fait en sorte que le monde bouge un peu plus. Là, après la pandémie, dans le sens, c'est cool. C'est cool de faire un peu de vélo. Puis comme tu dis, ça permet de briser l'isolement qui peut être vraiment très intense chez certains entrepreneurs, surtout en mode télétravail où il y a plein d'entrepreneurs qui... Tu sais, moi-même, j'essaye de briser mon propre isolement en me forçant à aller travailler dans un café une fois par mois, puis en me forçant à aller travailler dans un espace de coworking une fois par mois, parce que sinon, ben, les seules personnes que je vois, ça va être mon chien, parce que en réel, là, tu sais, c'est mon chien, ma blonde, puis Will quand je viens d'enregistrer, là, tu sais. Thanks, Will. Fait que, effectivement, briser l'isolement, c'est quelque chose qui est vraiment très important, puis je trouve que vous avez trouvé une super belle façon de faire. Puis le 14 juin, je le dis tout de suite, je serai là, à moins d'un inconvénient majeur. Merci. Faut que je sois là. Merci, ça va parce que cool. j'ai le goût d'essayer ça, vraiment. Je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Parmi tes autres projets, tu as aussi lancé récemment un projet de podcast, toi aussi. Puis j'ai envie de te poser une question. Je vais te la poser. Je suis vraiment pas sûr que je la pose correctement puis dans le respect. Fait que si c'est le cas, fais juste me le dire, puis au pire, on coupera. Si c'est le cas, je pars, puis je me pose ici. On est dans l'ouverture et dans l'acceptation que l'on fait de notre mieux, avec les meilleurs termes qu'on a. Exactement. Fait que si j'utilise pas les bons termes, dis-moi-là, puis au pire, si on a à faire du montage, on l'enlèvera, c'est pas plus grave que ça. Mais pour une personne qui a le handicap de bégaiement, ça va être quoi l'avantage d'avoir un podcast? Est-ce que ça peut être un avantage quand même? Est-ce que ça peut être une façon d'utiliser ça pour un empowerment, genre? Ah, OK. Ben, en gros, en fait, c'est important de se rappeler que les dysfluidités, par exemple, le bégaiement n'enlève, puis là, je réponds, là, dans le sens Japon. Le bégaiement n'enlève pas de valeur à qu'est-ce que je dis, dans le sens, c'est simplement la manière que je le dis. Tu sais, c'est un peu comme, tu sais, ma copine Justine et moi, on regardait la télé-réalité sur Netflix, là, comme Love is Down. Tu sais, c'est les personnes qui ont le syndrome de Down. Okay. Mais qui essayent de comme se mettre en couple, donc de rechercher l'amour. Puis tu sais, la manière qu'ils prononcent certains mots, tu sais, je suis pas spécialiste, tu sais, du syndrome, mais si leurs mots étaient juste écrits, là, et comme les personnes qui étaient là-dedans parlent comme tout le restant de la population, dans le sens que le contenu était le même, mais vu que l'on s'arrête souvent à le contenant, donc la manière qu'ils vont le dire, oui, ça sonne marginal, tu sais, ça sonne un peu hors norme. Mais comme si tu les écoutes, si tu prends le temps d'écouter, dans le fond, c'est les mêmes choses, dans le sens comme c'est les mêmes trucs. Et donc, le lien avec ça, c'est que le bégaiement, c'est simplement des dysfluidités, mais c'est simplement une autre manière de parler. Donc, la majorité du monde, oui, vont parler de manière relativement fluide jusqu'à un certain point, mais moi, c'est simplement une autre manière. Donc, il faut juste un peu plus de patience pour m'écouter. Et dans le podcast, il y a quelqu'un vraiment qui l'a partagé puis qui a même dit c'est un bon exercice d'écoute puis de patience. Donc, même si on va plus loin de ce que je dis puis la valeur que j'apporte dans le podcast, ça peut être un bon exercice pour briser l'habitude de comme toujours entendre le 99% des personnes qui parlent fluidement, tu sais. De comme vraiment prendre le temps de s'arrêter. Donc, oui, c'est un avantage de faire un podcast comme toi, t'en as un. C'est juste que moi, la manière que je parle est juste pas la même. C'est pas le même rythme. Il y a des blocages, mais ça n'empêche pas que j'apporte beaucoup de valeur à travers le podcast.
Mais tu sais, pour en arriver jusqu'à là, oui, c'était comme plusieurs années de thérapie. Parce que quelqu'un qui vient avec le bégaiement et qui dit « My God, le focus va être sur ma voix », tu sais, c'est atroce, là. Tu sais, c'est vraiment atroce. En tout cas, pour moi, je verrais pas comment, il y a genre 8 ans, j'aurais pu me dire « Je vais avoir un podcast ». Mais dans tous les cas, si on veut travailler avec moi, il faudra vivre avec le fait que je bégais. Dans mes séances de coaching, je bégais. Mais tu sais, comme c'est ça. C'est juste une autre manière de parler. C'est juste un autre rythme, là, tu sais. Merci beaucoup pour cette très belle réponse à ma très mauvaise question dans ma Non, formulation. non. Merci beaucoup. Non, c'était J'apprécie. une très bonne... Mais c'est une bonne question, dans le sens comme il faut poser des questions. Il y a certaines fois où est-ce que je le prends moins bien lorsqu'on parle de bégaiement, mais pas là. Je vais avoir une autre question Ouais. à peu près dans à propos du bégaiement tout de suite après, mais juste avant, je t'ai pas donné l'occasion de plugger ton podcast, donc si tu veux, si les gens veulent Ah aller ouais. t'écouter, je pense que c'est disponible sur Yes. Spotify uniquement, si je me trompe pas. Ouais, et c'est Google. Spotify et Google peut-être, mais c'est sur Spotify en premier, là. C'est prendre sa place avec, puis là, il y a mon nom qui est là. Mais ouais, ben, c'est un test. La saison 1, c'est que je repasse sur les grandes étapes de mon entreprise et certains trucs que j'ai faits. Fait que je trouvais ça très intéressant de comme documenter un peu ce que j'avais vécu. Parce que souvent, le monde voit le résultat. Là, je trouvais ça bien pour les personnes qui savent où est-ce que je suis rendu ou de comment ça s'est passé vraiment, tu sais, et les OK, doutes que j'ai eus. je Fait comprends. que ça ressemble à ça. Puis Puis c'est un si c'est exercice de patience. si c'est un test, c'est quoi le but de ce test-là? Est-ce que tu as un objectif caché derrière d'avoir un projet, il y a un plus gros projet? Est-ce que ça cache un plus gros projet? Non, pas vraiment. C'est un test. C'est juste un test. Je sais ce que je OK. voulais le faire. C'est peut-être un test pour moi aussi, parce que souvent, je cherche la perfection. Puis Hmm. là, je me suis dit que je voulais donner juste 60% de perfection à OK. ce projet-là. Fait que, I Comment guess tu que c'est un test pour mesures? moi. Comment tu mesures Je ça? mesure. Euh, je, je le file. OK. Je le file que c'est 60%. OK, je comprends. J'en ai aucune idée, mais je file que j'aurais pu faire mieux. Puis Mhm. je le sais. Puis je sais qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, mais je lance pareil. OK. Ben, C'est comme ça que je le file. j'aime beaucoup cette façon de faire. Moi, dans mon offre de service, il y a un accompagnement justement dans le processus de création d'un projet de podcast. Puis il y a un peu une part de ça. Je n'utilise pas les mêmes mots, là, mais c'est un peu ça aussi le but des premiers épisodes. Pas de faire 60% de ses efforts, mais mais tu sais, tes 15 premiers épisodes, c'est la meilleure place pour te péter à la face. Fait que c'est Ouais. comme une autre façon de voir à peu près la même chose. Là. Fait que je comprends parfaitement cette technique-là. Puis je recommanderais, ouais, c'est ça, je fais comme juste un petit truc, mais tu sais, pour les personnes qui veulent créer un, je recommanderais d'être accompagné. Honnêtement, tu sais, je recommande vraiment. Comme dans l'expérience que j'ai vue présentement, tu sais, je recommanderais d'aller le voir direct. OK. Mais bon, tu sais, pour les personnes qui veulent, c'est ça, qui veulent bien Le faire ça, ouais. puis d'être sûr aussi comme que ça dure dans le temps. Parce que c'est quelque chose de dire, OK, je fais le premier épisode, et pour que ça dure dans le temps, je recommanderais vraiment d'être accompagné par toi, là. Ben, C'est ma recommandation de la journée. Merci pour la plug. Je vais arriver avec un chèque le 14 juin à l'événement de réseautage. J'ai une petite dernière question sur le bégaiement. Puis encore une fois, je ne suis pas exactement certain de mon choix de mots. Fait que s'il y a quoi que ce soit, on coupera au montage. Puis je m'excuse à l'avance. Tu as publié c'était sur Instagram, il me semble, cette semaine. Une citation qui utilisait les mots suivants: parler sans bégaiement. Puis tu disais que c'était comme dire frapper comme une fille. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qu'on devrait dire à la place? Puis qu'est-ce qui. Il est où dans le fond,
Pourquoi, à ton avis, un veut dire comme dire l'autre? C'était la pire question, je Euh, m'excuse. non, vraiment pas. C'était la meilleure question que l'on me posait sur le bégaiement. Puis j'aimerais vraiment ça qu'on me la pose plus souvent. Euh, Parce qu'en ce moment, il y a cette expression-là qui est surtout en France, qui est utilisée en France, qui est comme faire cette action-là sans bégayer. Par exemple, il y a quelques mois, j'avais vu, c'était le titre d'une formation pour les cold calls, puis c'était comment faire un cold call sans bégayer. Puis donc, Ah, ok. l'expression, c'est pour dire comme sans avoir l'air con, tu comprends, comme de manière meilleure. Puis, Hmm. par exemple, il y en avait une autre comme, c'est quelque chose comme comment faire un speech sans bégayer. Comment avoir l'air d'être confiant sans bégayer. Donc, c'est une expression qui est souvent utilisée en France, moins ici au Québec. Et ça, c'est péjoratif. Ben oui, C'est je comprends littéralement, et mieux. ça, ce que ça fait, ça, c'est que ça va renforcer les stéréotypes et la stigmatisation chez les personnes qui vivent avec le bégaiement. Et ça peut être très grave. Euh, Ben oui. et là, cette semaine, en plus, je me suis emporté. Parce que c'était quelqu'un que je connaissais en plus, qui était proche de moi. Puis je l'ai pas si bien pris. Souvent, c'est vraiment ça que je prends mal, mais je travaille là-dessus, I guess. Puis j'ai passé 24 heures à me demander pourquoi est-ce que ça venait tant me chercher à l'intérieur de moi. Pas encore trouvé la réponse, mais bon, je me pose la question encore. Mais c'est donc lorsque je vois ça, ben c'est ça, ça peut vraiment faire mal, de voir ça, puis t'es comme, je suis en train d'essayer de vivre avec le fait de vivre avec une différence, puis là, c'est écrit mot pour mot qu'il faudrait pas que je vive avec ça. Et donc, et là, cette semaine, l'exemple était un peu moins cru parce que c'était quelqu'un qui essayait de parler en anglais, puis elle a dit, mon objectif, c'est de parler en anglais sans bégayer. Mais là, puis là, ça commence à être touché parce que oui, le fait de bégayer, c'est trébucher sur des mots, mais c'est aussi lié à un handicap. Mhm. Donc, c'est comme si moi, je disais, j'aimerais ça apprendre à marcher sans boiter. Mais il y a Mhm. vraiment des personnes qui boitent dans la vraie vie, dans le sens, il y a des personnes qui sont des blessés de guerre qui vont boiter. Puis là, ces personnes-là qui vivent avec un vrai handicap, ben, tu sais, c'est comme, ben, moi, j'arrive, mais je marche bien. Dans le sens, je marche bien, excuse-moi, c'est pas le bon terme. Je marche peut-être de manière normale ou peut-être plus fluide. Donc, ma marche est peut-être plus fluide. Elle est pas bien, là. C'est vraiment pas le bon terme. Ouais. Mais moi, je marche de manière fluide. Puis là, la personne qui boite pour de vrai, ben là, si moi je dis, hey, j'aimerais ça pas boiter ou pas avoir l'air de quelqu'un qui boite, ben c'est comme, c'est pas très inclusif, là, dans le sens, c'est pas les bons termes. Je comprends. Puis là, ben c'est sûr que ben moi, j'avais répondu, ah, je savais pas que tu bégayais. Puis elle était comme, ben, mais je savais qu'elle bégaye pas. Elle Mhm. bégaye pas comme moi, je bégayais, dans le sens. Fait que là, puis là, c'est là qu'elle m'a demandé qu'est-ce que j'aurais pu dire autrement. Ben, de parler de manière plus fluide, dans le sens, on peut juste dire les choses telles qu'elles le sont. Et c'est pour ça que moi, j'avais répondu, on ne dit plus lancer comme une fille ou frapper comme une fille, qui est une expression qui était plus présente dans le passé, et elle est encore présente, ou frapper comme, excusez-moi, mais il y a quelqu'un qui est un homosexuel qui a pris contact avec moi et qui a dit, ah ben moi j'ai entendu souvent frapper comme un fif. Bon ben, tu sais, c'est genre ça qu'il me dit. Ben, il y a aussi d'autres expressions qui sont très péjoratives ou sexistes ou racistes, puis on essaye de ne plus les utiliser. Et donc, de là, de faire la sensibilisation, puis là, ben, c'est ça. Ben, c'est faire la sensibilisation. Puis non, je recommande, tu sais, c'est juste de se remettre en question un peu, puis juste de penser à quand on parle, les mots que l'on prend. Puis oui, ça fait en sorte que l'on vit dans une société qui est plus inclusive, parce que tout le monde vit avec une différence. Tout le monde.
Puis là, c'est pas tout le monde qui vit avec un handicap, mais tout le monde vit avec quelque chose qui le ou la gêne. Et donc, ben, si on commence à plus penser, on va juste dire ben, la confiance, c'est de parler fort. Bon, ben, la confiance, c'est de faire, c'est de se comporter comme ça. C'est d'être grand. Bon, ben, c'est pas tout le monde qui est grand, là. dans le sens comme, est-ce qu'on peut essayer de penser à comme plus, puis ça, ben, je le vis encore mal. Je vais sûrement encore le vivre mal, puis à être provoqué par ça pendant encore quelques mois, I guess, là. Puis ma Je peux thérapie, elle va sûrement comprendre faire effet quand après. même que ça va. Tu te sens. Que tu te sens attaqué un peu en voyant, surtout si c'est une personne de ton entourage qui utilise ces mots-là, je peux comprendre totalement. Là. Fait que Ouais. je comprends vraiment la réaction. Absolument. Fait que si je peux te valider un petit peu là-dedans. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mais c'est parce qu'on vit tous avec quelque chose. Ouais. C'est ça, c'est genre ça qu'il faut se rappeler. Puis la société a comme mis des normes, tu sais, dans le sens comme, tu sais, par exemple, tu sais, le corps, là, par exemple, tu sais, pour avoir un beau corps, par exemple, tu sais, c'est toutes des choses que, genre, il faut qu'on mette en question. C'est ça, c'est... Ben, comme, c'est En ça. tant qu'entrepreneur, est-ce que tu crois que ces visions-là, moins inclusives, sont plus importantes dans le monde de l'entrepreneuriat? Dans quel sens? Ben, est-ce que Si je te ben, demande... j'ai l'impression, des fois, dans le monde de l'entrepreneuriat, on valorise justement certaines choses qui pourraient rendre... tu sais, justement, parler avec fluidité, ça va être un peu plus valorisé. Ça va être... Tu sais, il y a de ces choses-là qui vont être valorisées dans le monde de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as l'impression que le monde de l'entrepreneuriat a un problème d'inclusivité? Ah ben là, je répondrais que je suis pas spécialiste de l'inclusivité, donc je suis pas je suis pas la bonne personne pour répondre à ça, tu sais, sur OK. s'il y a un problème avec ça. Mais Est-ce que ça a été un puis il y problème en a pour toi? d'autres. En fait, moi, la manière que j'ai vécu ça, c'est que je vois nos différences comme un avantage. Donc, si, tu sais, puis ça, c'est ce que j'ai dit dans un de mes épisodes de podcast, c'est comment est-ce que j'ai comme changé mon bégaiement en force pour mon branding. C'est que je me suis dit, tu sais, je me suis tellement fait chier avec ça, puis j'ai tellement souffert avec ça, aussi bien essayer de l'utiliser pour que ça me crée de la valeur. Et donc, de là, utiliser notre différence, d'exposer notre différence à tête haute. Encore une fois, ça demande beaucoup de courage puis beaucoup de bravoure. Mais si on est capable de faire ça à la tête haute puis de dire, moi, je vis avec ça, puis je l'accepte, eh bien là, il va y avoir d'autres personnes qui vont nous voir aller. Puis on va inspirer d'autres personnes à vivre avec leurs propres différences. Que ce soit un handicap ou simplement un trait de personnalité qui est moins reconnu dans la société, comme être un introverti par rapport à un extraverti qui est tellement confiant et charismatique, eh bien, s'il y a un ou une introverti qui peut en parler, qui peut prendre sa place puis rayonner pareil, mais il y a d'autres personnes qui vivent avec ça, qui vont pouvoir se dire, bon, ben, si elle le fait, moi, je peux le faire. Et moi, je suis pour ça. Je suis pour voir notre différence puis avoir le courage de le montrer puis de mettre carte sur table. Et je suis sûr que ça peut payer. Et je suis sûr que ça va rendre notre monde meilleur. Mais ça, c'est une croyance que j'ai. Mais je suis assez d'accord avec toi là-dessus. J'y crois moi aussi, dur comme fer. Je vais faire un hard left turn. Yes, c'est vraiment correct. Parce que c'est vendredi. je voulais aussi qu'on parle de ce qui te permet de décompresser, de relaxer. Tu m'as parlé quand on préparait l'épisode. Tu m'as dit que tu fais de l'entraînement. Pour t'aider à décompresser, c'est beaucoup les sports d'adrénaline. Fait que tu m'as parlé d'entraînement en salle 3 fois par semaine, de parcours ou de Ninja Warrior 1 fois par semaine, de paintball, de course automobile. Tu m'as dit que tu veux faire ton cours de parachutisme, puis tu rêves de sauter d'un immeuble. Avec un parachute. Oui, avec un parachute. Évidemment, mais il faut le préciser. Comment tu fais? C'est tous des trucs vraiment remplis d'adrénaline où tu
t'as le stress dans le tapis, t'as le cœur qui bat. Comment tu te décompresses en ayant le cœur qui roule dans le tapis comme ça? On dirait que je comprends pas. Ouais, ben, c'est parce que t'as pas le choix de penser à ça, I guess. C'est peut-être parce que t'as pas le choix d'être là. T'as pas le choix d'être dans le moment présent. Dans le sens, quand tu fais, ben, du paintball, tu sais, j'en fais pas tant que ça, là, tu sais, pour être franc, là, mais tu sais, mais comme, tu sais, t'as pas le choix d'être là. Puis le parachute, t'as pas le choix d'être là, tu sais, t'as pas, tu sais, t'es en train de capoter, là. Ouais, tu peux Fait pas être en train de penser à la stratégie de tel client pendant que tu te fais tirer des ouais, balles de c'est ça. peinture. Ouais, je comprends. Non, c'est un peu ça. Puis le sport, tu sais, je fais ça depuis que je suis très jeune. Je fais du tir à l'arc à un haut niveau, autour de 13 à 14 ans. J'ai fait beaucoup de championnats de combat de karaté. Je suis deuxième en champion de combat de karaté dans le Canada. Wow. J'ai fait ça pendant 6 ans. J'ai tout mon kit de karaté qui est encore quelque part. J'ai au moins 30 trophées, plein de médailles de quand j'étais jeune. Fait que j'ai toujours fait beaucoup de sport. Ça m'a sauvé. Ma mère qui m'a forcé à aller faire du karaté quand j'étais jeune, ça m'a sauvé. Mais donc, puis quand on y pense, c'est sûr que le karaté, c'était assez stressant aussi, là, dans le sens que quand tu es dans le ring avec quelqu'un, puis il faut que tu te battes avec, ouais, t'avais pas chaud d'être là aussi. Ouais, en fait, moi, j'ai eu un cours de karaté aussi quand j'étais plus jeune, puis le cours se terminait par un espèce de tournoi. Autant, tu sais, ça restait des enfants de 8 ans qui pratiquaient ce qu'ils avaient appris dans un cours d'introduction au karaté, là. Mais moi, ça me stressait trop, fait que je suis même pas allé à ce tournoi-là, tellement ça me stressait. Fait que- Mais, Je comprends. Hey, c'est vraiment stressant. ouais, Ouais. mais ton goût de l'adrénaline, donc, si je comprends bien, est-ce que c'est quand comme tu dis que quand ta mère t'a forcé à aller faire du karaté, est-ce que c'est là que ça a commencé? Ben, ça a commencé pour le sport, I guess, là, dans le sens que je commençais. Mais tu sais, pour l'adrénaline, je sais pas, tu sais, je me dis, on est sur la planète Terre pour pas tant longtemps, là. Pour être honnête, là, c'est pas pour être dans la grosse philosophie. On est juste le vendredi soir, à la fin de la Ouais, il journée, après arrive une 5 grosse semaine de heures, là. travail. Dans ça, je commence à genre parler. Ouais, tu sais, on n'est pas ici très longtemps. Non, 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 mais je commencerai pas à faire ça. Mais tu sais, c'est vrai, là, dans le sens que comme j'ai goût de voir qu'est-ce que je suis capable de faire, où est-ce que je peux aller, tu sais, fait que, tu sais, je me dis, le temps passe vite, là, fait que, ouais, c'est peut-être ça. Puis c'est la même affaire aussi dans dans mes créations, là, tu sais, le vidéoclip que j'ai fait l'année passée, où est-ce que je danse sur le toit d'un bâtiment dans le centre-ville de Montréal. Tu sais, oui, je l'ai fait pour la stratégie marketing pour un certain truc, mais quand même, tu sais, je voulais voir est-ce que je suis capable de faire ça. Est-ce que je suis capable de pull off un vidéoclip qui a l'air d'être professionnel sur un toit de Montréal, tu sais. Puis j'ai des trucs en tête, là, tu sais, dans le sens, c'est de voir où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut se rendre, voir le potentiel. Je suis un peu là-dedans, puis j'accompagne mes clients et mes clientes à faire ça, puis c'est un peu ça, c'est un peu lié à ça, tu sais, à C'est un voir désir où est-ce aussi qu'on de peut se repousser rendre. les limites, de ce que je comprends. Ouais, c'est ça, c'est un peu OK. ça. Mais tant que c'est safe, là, tant que c'est safe, Oui, là, dans le sens. évidemment. Puis je pose la question avant de sauter, je suis genre, est-ce que c'est vraiment safe, gars? Puis là, ben, quand, quand on me répond oui, je saute, là. Mais tu sais, mais ouais, c'est un peu ça. Je pense que c'est lié, là, avec voir où est-ce qu'on peut se rendre, comme, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, puis qu'est-ce qu'on n'aurait pas cru pour pouvoir faire, puis quand on l'a fait, tu sais, on est comme, oh shit, comme en fait, on pouvait le faire. On pouvait le faire depuis longtemps. Mm. Fait que c'est un peu comme ça que je vois le monde, I guess. J'aime beaucoup ta vision, ta façon de voir les choses. Je me doutais que j'allais aimer ça en te suivant un petit peu sur Ouais, LinkedIn, là. ouais. Mais vraiment, Ouais. là, j'en apprends de plus en plus et j'aime de plus en plus ce que je découvre. En Thanks. terminant, j'ai des petites questions rapides que Yes. j'essaie de poser à peu près à tous mes invités. La première, avec qui tu voudrais absolument prendre un café, que ce soit une personne toujours en vie ou une personne décédée. Donc, une personnalité que tu n'as jamais rencontrée ou quelque chose comme ça. Là, tu couperas au montage. Là. Je vais juste me laisser 30 secondes pour réfléchir. Là. Oui. Hum. Ah oui. Il y a le film qui est sorti il y a environ 10 ans, qui est le discours du roi.
Le discours du roi, qui est mon film, qui est dans mes films préférés, qui est le père d'Élisabeth II, qui était bègue. Il vivait avec un bégaiement. Et son père est mort à un certain âge et il a pris le trône, en fait. Là. C'était le roi d'Angleterre avant Élisabeth II. Et il a vécu avec son bégaiement. Il était terrifié, là, le pauvre. Et il a appris relativement à vivre avec son bégaiement, même en faisant tous les discours pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis tu vois dans le film comment est-ce que c'est stressant, puis tu sais, c'est littéralement... Tu sais, moi, je me retrouve en cette personne-là. Ça veut pas dire que c'était la meilleure personne sur la planète, mais c'est comme... Quand on pense qu'un roi a plein de confiance, puis à quel point il a une belle vie, en réalité, ça a été incroyablement difficile. Puis ouais, j'aurais aimé ça, passer un peu de temps avec lui, juste pour... Parce que moi, je regarde ce film-là à chaque 3 mois pour que ça me redonne un peu de motivation. Puis je me dis que si lui a fait ça, ben, qu'est-ce que je peux quand même me lever le matin. C'est quoi ton défi des prochains mois? Mon défi des prochains mois, Autant professionnel que personnel. mon défi des prochains mois, ça va être simplement de garder le cap sur mes objectifs de l'année et de maintenir ma santé mentale. C'est quelque chose que je trouve challengeant. Dans l'économie actuelle, c'est pas très stable. Puis on sait que le plus gros stress chez les entrepreneurs et même chez la population, c'est souvent le stress financier. Je suis reconnaissant que mon entreprise roule bien, mais en tant qu'entrepreneur qui a une gestion du risque pas si correctement dans la moyenne, en moyenne, mais pas trop élevée, dans le sens j'aime pas trop prendre des gros risques, eh bien, il faut que j'apprenne à me rappeler que c'est un travail, c'est une entreprise et que ça me représente pas. Donc, il faut juste que je me rappelle que moi, je suis moi, que mon travail, c'est mon travail, que ça me représente pas moi. C'est vraiment difficile à faire. Ouais. Ouais, on est deux là-dessus aussi. C'est vraiment tough, man. Isaël, puis à chaque jour en plus. À quel endroit on peut te suivre si on veut en découvrir un peu plus ou te jaser? Premièrement, si vous voulez avoir tous mes conseils, ça va être sur mon profil LinkedIn. Et vous pouvez me suivre aussi sur mon Instagram, isaël.morin ou isaël-morin. Pour me suivre sur Instagram, puis dans mes stories, je partage des trucs drôles, puis qu'est-ce que je pense un peu plus. Sinon, il y a mon infolette et mon podcast, mais ça, c'est tout sur mon profil LinkedIn. Fait que, parfait. Je vais mettre les liens vers ton profil LinkedIn et ton compte Instagram dans la description de l'épisode. Donc, les gens qui ont envie d'aller te découvrir un peu plus ou d'aller écouter ton podcast ou de s'inscrire à ton infolette, ils vont pouvoir le faire par là. Merci énormément d'avoir accepté mon invitation puis d'avoir été aussi généreux, aussi ouvert, aussi honnête aujourd'hui, en ce vendredi après-midi. Yes. Vraiment, je l'apprécie énormément. Tu peux pas savoir à quel point. Merci à toi. Je m'en attendais vraiment pas à ce qu'on ait ces discussions-là, mais je suis vraiment content qu'on les ait eues. Puis je suis vraiment, vraiment content. Merci beaucoup. Je suis vraiment très, 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 très content aussi. Merci aussi pour tout ton courage, pour avoir posé des questions qui peuvent être vues comme un peu à risque, mais tu l'as quand même fait. Fait que je suis vraiment très reconnaissant pour ça. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode. Je l'apprécie énormément. Si tu es encore là, d'ailleurs, c'est probablement parce que toi aussi, tu as apprécié ce que tu as entendu. Alors, pourquoi pas me le démontrer avec le pouce en l'air si tu es à l'écoute sur YouTube ou en mettant 5 étoiles si tu es à l'écoute sur Apple Podcasts ou Spotify. C'était Olivier GD. À la semaine prochaine.